Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. 2012. Mounir Korm pour une troisième république libanaise. Étude critique pour une sortie de Taef. Marc Lavergne dire Égypte une société en quête d'avenir en deux de la Révolution. Marc Lavergne dire Égypte, l'émergence d'une nouvelle scène politique en deux de la Révolution. Sébastien Abyss, pour le futur de la Méditerranée, l'agriculture. Sylvia Chifolo, Sociétés arabes en mouvement, 3 décennies de changement. Faouzia Zouari, pour un féminisme méditerranéen. Abdelatif Idrissi, pour une autre lecture du Coran. 2013. Gilbert Meignet, pour repenser l'Algérie dans l'histoire. Olivier Marty et Loïc Kervran, pour comprendre la crise syrienne, éclairage sur un printemps qui dure. Nicolas Dott-Pouillard, Tunisie, la révolution et ses passés. Catherine Ouihtol de Venden, pour accompagner les migrations en Méditerranée. Aous Séniger, petit précis d'islamisme, des hommes, des textes et des idées. 2014. Jordi Tegel Gorgas, la question kurde, passé et présent. Sébastien Abyss, mobilisation rurale en Méditerranée. Julien Salingue, la Palestine d'Oslo. Jean-François Coustillière et Pierre Vallot, Géopolitique et Méditerranée, volume 1. Jean-François Coustillière et Pierre Vallot, Géopolitique et Méditerranée, volume 2. 2015. Mey Mahalouf Mono, le Liban, de l'état inachevé à l'invention d'une nation. Cosimo Lassirignola, Terre et mer, ressources vitales pour la Méditerranée. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Péquignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Les opinions exprimées dans cet ouvrage n'engagent que la responsabilité des auteurs et ne représentent en aucun cas des positions officielles du CIHEAM. La Méditerranée occidentale, dans un environnement en mutation. Abdenour Benantar et Salim Chena. La sécurité en Méditerranée occidentale a connu d'importants bouleversements, avec les changements politiques que connaissent le Maghreb et le Machrek depuis 2011. La Méditerranée occidentale est en redéfinition. Les enjeux de sécurité qui la traversent se recomposent à un rythme effréné. Les organisations internationales et les États font face à des défis sans précédent. Transnationalisation du terrorisme, effondrement de la Libye, transition inachevée, intensification des mobilités humaines, construction de l'action extérieure européenne, intervention étrangère au Maghreb et au Sahel. Les relations entre l'Europe et le Maghreb ont largement contribué à construire un espace politique partagé, à défaut d'être réellement commun. La Méditerranée occidentale, avec le processus 5+5, était avant tout un espace euro-maghrébin. Depuis le début du XXIe siècle, elle l'est de moins en moins. Les relations internationales en Méditerranée n'ont pas connu de conflits, ni de différends majeurs opposant les États des deux rives. Ces relations restaient cependant asymétriques sur le plan horizontal. Tous les États européens, a fortiori depuis l'élargissement de 2004, ne partagent pas le même intérêt pour la rive sud. Cette dernière, à l'inverse, est restée fragmentée politiquement et dépendante économiquement des échanges avec l'Europe. Surtout, la Méditerranée occidentale connaît désormais plusieurs interférences liées au débordement de problématiques politiques et sécuritaires de sa périphérie saharo-sahélienne, voire de la Méditerranée orientale avec l'apparition de groupes se réclamant de l'organisation État islamique en Irak et au Levant, ou Daesh, dont c'est l'acronyme arabe en Libye.
Cette configuration complexe exige de repenser les conditions de la sécurité dans la région. Cet ouvrage, qui réunit des approches et perceptions des deux rives, entend faire un état des lieux de la sécurité en Méditerranée occidentale dans ses dimensions politiques, économiques et humaines. Bérengère Ruppert et Antonin Tisseron retracent l'interdépendance des espaces européens, maghrébins et saharo-sahéliens, à la lumière de la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Les interventions extérieures ont précipité la translation des menaces sécuritaires de Libye jusqu'au Mali. Les stratégies mises en œuvre par les États de la région, mais aussi de l'Europe et des États-Unis pour endiguer la déstabilisation du Maghreb et du Sahel sont alors prioritairement d'ordre militaire. Aomar Bagzouz analyse la géopolitique de la Méditerranée occidentale en faisant un état des lieux du processus de Barcelone et de la politique européenne de voisinage dans le contexte des printemps arabes. Conclut à la persistance d'une confusion euro-méditerranéenne et à l'incapacité de l'Europe à formuler une réelle stratégie à l'égard de son voisinage maghrébin, dans un contexte toujours marqué par les considérations sécuritaires faisant que l'Europe s'accommode des régimes autoritaires, même si elle tente d'accompagner la transition en Tunisie. Louisa Driss-Saïd Amadouche rappelle que le Maghreb peine à se constituer en acteur autonome, ni au plan économique, ni au plan sécuritaire, et qu'à une résilience nationale de chaque État se greffe une résilience régionale avec la persistance du non-Maghreb. Cette double résilience explique l'incapacité de rompre avec les schémas relationnels antérieurs au printemps arabe, bien que la Tunisie ait fait sortir la région d'un certain exceptionnalisme. Abdenour Benantar opère un retour sur l'initiative 5+5 Défense, qui cherchait à rapprocher les cultures et pratiques de sécurité sans avoir pu devenir un dispositif commun de gestion des menaces et crises. Ce processus a gagné en substance en termes de coopération pratique, mais peine à amorcer une rupture au plan stratégique et à imposer une autonomie sécuritaire régionale pour des raisons propres à ses membres dont les intérêts et les priorités divergent, d'où la prédominance de la logique du plus bas dénominateur commun. Les politiques sécuritaires de gestion des migrations transméditerranéennes, qui sont parfois un prolongement des migrations transsahariennes, sont examinées par Salim Chena. L'externalisation de la politique européenne d'immigration et d'asile au Maghreb et au Sahara impose la Méditerranée comme frontière, plus que comme point de contact, menace les droits fondamentaux des migrants et empêche l'émergence d'une Méditerranée du développement par les circulations. Cet ouvrage propose une lecture analytique de la sécurité en Méditerranée occidentale, au-delà de l'immédiateté, par un retour critique sur les expériences passées, pour viser les conditions politiques d'une coopération profitant aux deux rives à la faveur des bouleversements actuels. La Méditerranée au Sahel, la sécurité d'abord. Bérengère Ruppert. Doctorante en sciences politiques, Université d'Auvergne. Antonin Tisseron. Chercheur associé, Institut Thomas More. Introduction. Le 19 mars 2011, à l'issue d'un sommet en présence des représentants de la Ligue arabe, de l'Union européenne, des États-Unis et de l'ONU, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, annonçait le début des opérations militaires en Libye en application de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensemble, nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. Par-delà les accents manichéens de ce discours et les critiques qu'il a suscités, à commencer par celles de la Chine et de la Russie pour qui la résolution est interprétée de manière extensive, depuis la chute de Kadhafi, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée en Libye mais également dans la sous-région. Dissémination d'armes, présence de djihadistes dans le sud et les Libyens, exacerbation des pressions économiques et sociales dans des pays sahéliens qui profitaient largement des retombées de l'exploitation du pétrole libyen insécurité résultant de la chute de Mouammar Kadhafi, renvoie à des facteurs anciens dont les symptômes actuels ne sont que le prolongement. L'intervention de l'OTAN est cependant à l'origine d'importantes recompositions encore en cours. L'effondrement de la Libye, l'opération militaire française au Mali puis son évolution vers une dimension sous-régionale avec le lancement de Barkhane en août 2014,
le renforcement de l'implantation américaine en sont la partie la plus visible. Pour les Européens comme les Américains, la lutte contre des groupes djihadistes menaçants se joue en effet pour partie dans un Sahel fragile, qui plus est dans lequel sont présentes plusieurs entreprises stratégiques, à commencer par la firme française Areva au Niger. Mais les États maghrébins et sahéliens ont aussi entrepris de renforcer leurs forces de sécurité et d'augmenter les effectifs aux frontières. Car loin d'être une rupture, le désert du Sahara est un trait d'union entre le Sahel et le Maghreb, un espace de circulation ancien traversé par des marchands, des prédicateurs, des migrants, des hommes en armes, suivant des dynamiques nord-sud longtemps oubliées du fait d'une approche de l'espace centrée sur l'occupation du sol et la sédentarité. Le glissement des djihadistes algériens vers le Mali, avec des actions dans les pays voisins, puis leur déplacement en Libye après l'offensive française en janvier 2013, illustre cette importance des routes, des relations et l'existence de réseaux traversant des frontières ne correspondant pas à l'espace des sociétés. Dans ce contexte d'émergence d'un ensemble de dynamiques d'instabilité et d'insécurité reliant le Maghreb et le Sahel, avec des résonances sur les rivages européens et moyen-orientaux, ce chapitre se propose d'appréhender les interactions et relations entre ces différents espaces à travers le prisme des facteurs d'insécurité et les réponses qui leur sont apportées. Plus précisément, 3 questions en constituent le fil rouge. Dans quelle mesure les interventions militaires étrangères en Libye et au Mali sont-elles responsables de l'insécurité dans la sous-région ? Quelles sont les stratégies adoptées depuis pour répondre à la nouvelle donne sécuritaire ? Quelles en sont les limites ? L'intervention de l'OTAN en Libye comme rupture. La chute de Kadhafi a créé les conditions d'une exacerbation des revendications territoriales, identitaires et religieuses. Dans le sud, milices toubous et arabes s'affrontent pour le contrôle des axes et ressources stratégiques. À l'ouest, les Berbères entendent profiter de la révolution pour obtenir une reconnaissance de leur identité et de leurs droits. Quant au groupe islamique combattant en Libye, GICL, créé dans les années 1990, constitué majoritairement d'Afghans libyens, il s'est retrouvé dépassé par une nouvelle génération de militants. Ayant été à la tête des brigades anti-kadhafistes à Benghazi ou à Derna, après avoir combattu en Irak après 2003, ceux-ci rejettent la démocratie, appellent au djihad et développent une rhétorique transnationale. Le groupe armé contrôlant Derna, et qui constituait déjà un vivier de djihadistes pour l'Irak, a fait allégeance à Daesh en octobre 2014. Pour les États sahéliens, la guerre en Libye a également fait l'effet d'un séisme. Dès le début des affrontements, les arsenaux disséminés dans le pays ont été aisément accessibles aux pillards, aux rebelles et aux trafiquants. La circulation d'armement n'est cependant que la partie la plus visible des conséquences de cette guerre pour les États sahéliens. Celle-ci a eu des répercussions économiques fortes dans la mesure où l'assistance de Tripoli était devenue à la longue l'épine dorsale des économies sahéliennes. Grâce aux ressources pétrolières et à des réserves extérieures estimées à 175 milliards de dollars, Kadhafi finançait de nombreux projets au moyen du fonds d'investissement Libya Africa Portfolio et des groupements financiers LAFICO et LAAICO. Ainsi, au terme d'une convention signée en 2008, le Mali mettait 100 000 hectares à disposition de la société libyenne Malibia Agriculture en échange de travaux d'infrastructure et vraisemblablement d'autres contreparties, du moins avant que la chute du régime de Kadhafi ne mette fin à ce projet. De plus, de nombreuses familles au Sahel ont directement souffert de l'interruption des transferts de fonds de leurs parents installés en Libye. Sur les 7 millions d'habitants en Libye, plus de 2 millions étaient des travailleurs immigrés, pour la plupart d'Afrique subsaharienne. À l'exacerbation des pressions économiques et sociales, s'est ajoutée la résurgence de la question touareg. Bien que loin d'être hégémonique régionalement, Kadhafi pouvait en effet agir sur le commencement comme sur la fin des initiatives armées irrégulières, notamment Touareg au nord Mali et au nord Niger. Grâce à la rente pétrolière, il facilitait les rapprochements entre ces rébellions et les autorités centrales des pays concernés, et maîtrisait le calendrier des arrangements politiques, comme ce fut le cas en 2009 en mettant fin à la rébellion du Mouvement nigérien pour la justice, MNJ. Le deuxième instrument dont s'est servi le régime libyen est l'intégration dans les rangs de son armée d'éléments touareg maliens et nigériens avec un double avantage.
nouer des allégeances durables renforçant sa politique d'influence dans le Sahel et enrôler des combattants expérimentés dans sa légion islamique, puis dans des unités spéciales. Or en 2011, la progression des rebelles libyens oblige ces exilés à quitter le pays. Selon des estimations officielles, 200 000 Touaregs nigériens et maliens seraient revenus durant cette seule année, pour la plupart armés, bouleversant les équilibres locaux. Les combattants pro-Kadhafi ont adopté devant la progression des rebelles une stratégie de ménagement destinée à préparer leur repli. Les arsenaux ont été pillés pour constituer un arsenal militaire pouvant tantôt servir de monnaie d'échange, tantôt de moyen de reprendre les combats dans des pays où les relations avec les autorités étatiques étaient demeurées difficiles voire tendues. Ainsi, au Mali, la jonction entre les nouveaux venus de Libye et leurs frères du mouvement national de l'Azawad, MNA, et du mouvement Touareg du Nord Mali, donne naissance au mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, dont l'état-major est dirigé par un ancien colonel de l'armée libyenne, Mohamed Agnadjim. La rébellion Touareg de 2012 puise toutefois ses racines dans des dynamiques plus profondes, remontant à la colonisation. En recourant à des modalités d'administration différentes selon les zones considérées comme sédentaires ou nomades, le colonisateur français contribue à la persistance de fractures internes entre les communautés. La décolonisation est menée dans le cadre des frontières administratives de l'Empire, morcelant le Sahara entre divers États et disperse les Touaregs entre plusieurs pays. La décolonisation a inversé les rapports de domination. Les populations touaregs maliennes et nigériennes sont placées sous l'autorité de membres d'ethnies chez lesquelles elles avaient depuis des siècles puisé des esclaves, basculement de territoires régis par des directives politiques uniformes vers des espaces gérés par des autorités centrales jalouses de leur souveraineté, d'où le sentiment de passer d'une colonisation européenne à une colonisation africaine. Ces tensions et oppositions anciennes sont au cœur des rébellions qui scandent l'histoire du Sahel postcolonial. Au lendemain du soulèvement de 1963, et jusqu'au début des années 1990, le nord du Mali est placé sous tutelle militaire. La répression, combinée aux sécheresses des années 1970 et 1980, provoque l'effondrement de l'économie pastorale nomade au cœur de l'organisation sociale touareg et un exil massif vers les pays voisins. Les affrontements reprennent au début des années 1990, avec des revendications indépendantistes, rapidement ramenées, sous la pression du médiateur algérien et de certains chefs touaregs, à une demande d'autonomie. En avril 1992, après les accords de Tamanrasset, janvier 1991, un pacte national est signé. Ambitieux, il achoppe cependant sur le manque de ressources financières, des retards dans les changements institutionnels, le manque d'effectivité des financements destinés au développement sur le terrain, qui ont avant tout contribué à l'enrichissement de quelques-uns, ainsi que des tensions internes au Nord Mali. Des milices d'autodéfense, telles que Gandakoy à dominante Songhai ou Songoy, et Ganda Iso à dominante Peul se constituent contre les fronts armés. Une guerre oppose également, en 1994, les combattants touaregs du mouvement populaire de l'Azawad, MPA, à base sociale Ifoga, et ceux de l'armée révolutionnaire pour la libération de l'Azawad, ARLA, regroupant des Touaregs voulant mettre fin à la domination des Ifoga tandis qu'au niveau local la mise en place de la décentralisation en 1996 alimente des affrontements, comme au nord de Ménaka autour du découpage territorial. L'élection d'Amadou Toumani Touré à la présidence, en 2002, n'altère pas ce... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.